Bienvenue à cette session génito-urinaire de ce post-ASCO 2020. J'ai le plaisir d'être avec Laurence Albigès et avec Johan Loriot. Et on va essayer brièvement de vous parler de trois cancers génito-urinaires, le cancer de la vessie, le cancer du rein et le cancer de la prostate. Johan, peux-tu nous dire un peu les scoops de cet ASCO, s'il te plaît? Et il y en a eu, en effet. Sur le cancer de la prostate, il y a deux messages importants, à savoir une optimisation d'utilisation de l'hormonothérapie et puis la vague du PSMA qui se fait que de se confirmer d'année en année. Et la première partie de cette présentation donc, est liée au cancer de la prostate résistant à la castration, sans métastase, pour lequel on sait 3 hormonothérapies ont démontré une amélioration de la survie sans métastase. Et nous avons une information supplémentaire obtenue à l'ASCO. Peut-être, Karim, peux-tu en parler? Alors, effectivement, trois molécules ont été testées dans cette situation tout à fait particulière de cancer de la prostate, qui est celle des hommes atteints de cancer non métastatique, en tout cas en apparence, avec un scanner et une scintigraphie qui est normale, mais des hommes qui sont devenus résistants à l'hormonothérapie traditionnelle. Et c'est une situation tout à fait particulière pour le cancer de la prostate parce qu'on a un biomarqueur qui est le PSA, qui est extrêmement sensible et qui nous permet de dire déjà que les choses ne vont pas bien, puisque ce PSA est en élévation, alors que l'imagerie reste normale. Jusqu'à il y a 2 ans, nous n'avions pas d'option thérapeutique pour ces patients. Nous devions simplement attendre l'apparition de métastases avant de commencer le traitement, ce qui était évidemment tout à fait frustrant. La diapo, si vous voulez bien. Depuis 2 ans, 3 médicaments ont prouvé leur efficacité en situation de progression sous hormonothérapie traditionnelle, le darolutamide, l'enzalutamide et la palutamide. Et ces 3 médicaments avaient comme critère de jugement principal la survie sans métastase. Mais jusqu'à cet ASCO, nous n'avions pas de données de survie globale et plusieurs, à la fois des cliniciens, mais également des agences ou des payeurs, disaient ça ne nous suffit pas pour en faire un nouveau standard et surtout pour le payer. Eh bien, donc à cet ASCO, nous avons eu les résultats de ces 3 études en termes de survie globale. Voilà l'étude Aramis qui testait donc le darolutamide, médicament oral, par rapport à un placebo. Vous le voyez, la survie globale est améliorée avec un peu plus de 30% de réduction du risque de décès. Les courbes commencent à se séparer à peu près 1 mois et demi après randomisation et ce de manière assez nette au fur et à mesure du temps. Alors, je vais vous montrer 3 fois la même chose, mais je vais vous montrer pour le coup rapidement parce que finalement ces 3 essais étaient très très similaires avec l'enzalutamide que vous voyez à l'écran. La survie globale est également améliorée, ce de manière significative, 27% de réduction de risque de décès. Et puis avec la palutamide dans l'essai Spartan, là encore un design tout à fait similaire, et là encore la survie globale est améliorée avec 22% de réduction du risque de décès. Donc vous voyez, grosso modo, 25-30% en fonction du médicament qui a été choisi. Dans l'essai Spartan, une analyse particulière a été réalisée permettant d'estimer ce qu'aurait été la survie globale dans le bras contrôle s'il n'y avait pas eu de crossover, donc s'il n'y avait pas eu d'accès aux médicaments au moment de la progression. Et bien sûr, cette survie, elle aurait été encore plus mauvaise avec un delta encore plus important par rapport aux médicaments. Donc 3 essais positifs en survie globale permettant clairement de positionner ces médicaments en situation, on va dire, de cancer de la prostate résistant à la castration précoce, au-delà du terme non métastatique qui est finalement est faux, puisqu'on sait avec les imageries de nouvelle génération qu'on peut savoir le plus souvent où se trouve la maladie, mais finalement ça nous indique que traiter précocement change la donne sur le long terme, y compris en termes de survie globale. Donc Karim, un vrai changement de standard. Est-ce que tu peux nous dire le temps de doublement de PSA? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? Comment il faut le prendre en compte pour la décision thérapeutique dans cette situation? Alors effectivement, dans ces 3 essais, les patients étaient sélectionnés comme ayant des cancers agressifs. Et agressif était défini comme un temps de doublement du PSA de moins de 10 mois. Et les 3 essais avaient le même critère d'entrée de gravité. Donc oui, tu as raison de le souligner, ces données sont restreintes à ces patients qui ont des cancers agressifs. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que quel que soit le temps de doublement au sein de entre 0 et 10 mois, ben finalement le bénéfice paraît tout à fait similaire. Donc on ne sait pas ce qui se passe au-delà de 10 mois, mais il est possible que ce bénéfice soit vrai également pour ces patients. Bien sûr, on ne peut pas l'extrapoler.
Peut-être, Karim, peut-on rappeler lequel ou lesquels sont disponibles actuellement dans cette situation? Alors, Actuellement. les trois médicaments sont en train d'arriver progressivement. L'enzalutamide a la chance d'être déjà sur le marché dans d'autres indications, en particulier les formes métastatiques résistantes à la castration. La palutamide a bénéficié d'une ATU, le darolutamide arrive. Bon, on espère qu'à terme et à très court terme, on aura accès aux trois médicaments. Le darolutamide a l'avantage par rapport aux deux autres médicaments de ne pas pénétrer la barrière hémato-méningée et donc de ne pas entraîner un certain nombre d'effets secondaires, on va dire centraux, en particulier la fatigue intellectuelle. Et chez des patients âgés, on peut voir des chutes et donc des fractures, ce qui évidemment est très enquiquinant. Bon, on va voir avec une expérience plus longue si ça se confirme, mais il semble bien que ce médicament soit effectivement particulièrement bien toléré. On enchaîne sur la prostate? Absolument. Donc on continue avec l'hormonothérapie. Donc avec l'étude HERO qui a été publiée également dans le New England pendant l'ASCO et qui visait à évaluer un nouvel antagoniste oral de la LHRH. L'hypothèse était de savoir s'il était aussi actif que les agonistes de la LHRH qu'on utilise habituellement. Dans cette étude incluait des patients atteints d'un cancer de la prostate avancé. Et après tirage au sort, ils étaient traités soit avec le Regulorix, qui n'est pas le cousin de Vercingétorix, ou Eligard. Et le critère de jugement principal était un critère de jugement, je dirais, pharmacodynamique, puisque c'était le niveau de castration pendant les 48 premières semaines. Comme on le voit ici, les patients traités avec le Regulorix eh bien, avaient un niveau de castration atteint de façon plus importante ou plus soutenue que les patients traités avec l'Eligard. Et dans cette étude, il y avait une analyse de non-infériorité qui a été atteinte et il donnait la possibilité également de tester la supériorité qui a été également atteinte. Alors le gros avantage de ce médicament, évidemment, c'est qu'il est oral et en plus, lorsqu'on l'arrête, le niveau de testostérone remonte beaucoup plus vite qu'avec les agonistes de la LHRH. Donc on voit bien l'intérêt que peut avoir ce médicament dans les stades précoces, là où une hormonothérapie paraît indiquée. Le troisième point à souligner, c'est l'absence de flare-up, d'augmentation de la testostérone lors de l'initiation de l'hormonothérapie. Donc très probablement un nouvel acteur, évidemment, dans l'utilisation de l'hormonothérapie au quotidien. Le dernier point, qui est le risque cardiovasculaire. Vous savez qu'avec l'hormonothérapie, il y a ce risque qui est toujours présent chez nos patients âgés, atteints de comorbidité cardiovasculaire. Et on montre dans cette étude également que ce nouvel acteur, finalement, réduit le risque de complications cardiovasculaires lorsqu'on le compare aux agonistes de la LHRH classique. Alors ça, c'est vraiment un point majeur parce qu'on avait déjà cette suspicion avec un autre inhibiteur de la LHRH injectable, celui-ci, mais dans une analyse poolée d'un critère de jugement secondaire, c'était plutôt une bonne surprise, mais on n'était pas certain que ce ne soit pas un artefact. Là, cette fois-ci, les données sont quand même propres et très parlantes. Le différentiel est important. C'était prévu dès le départ de regarder cet événement et en effet, je crois que les courbes se détachent tellement qu'on peut conclure quand même à la pertinence de cet effet. Donc probablement un médicament de choix ou une classe de médicaments de choix chez des patients à risque sur le plan cardiovasculaire, avec peut-être un impact sur la FSH qui explique cette moindre morbidité cardiovasculaire. Mais je t'ai interrompu, vas-y. Et c'est vrai que c'est une avancée majeure pour nos patients qui se plaignent toujours du délai de récupération de la testostérone lorsqu'on a utilisé les agonistes. Maintenant, passer au PSMA. Vous savez que c'est un acteur aussi important qui se développe à la fois à visée diagnostique et à la fois visée, je dirais, thérapeutique. La première étude que je vous présente est l'étude Condor qui visait à évaluer l'utilité d'un TEP PSMA qui marquait le PSMA. On sait que ça a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. L'idée de cette étude était de montrer que ça avait un impact réel dans la pratique des patients. Donc, on montre dans cette étude que, vous voyez, des patients en rechute biologique après un traitement local, la prostatectomie, une curéthérapie, une radiothérapie, eh bien que ce TEP-PSMA permet de détecter la localisation de la rechute chez un nombre important de patients et que des lésions hyperfixantes ont été identifiées chez 70% des patients. Et surtout, c'est là le point le plus important, environ 2 tiers des patients ont eu un changement de prise en charge après l'obtention du résultat du TEP scan au PSMA. Et ces changements étaient soit
l'initiation d'un traitement de rattrapage local converti en un traitement systémique parce qu'on mettait en évidence des micrométastases, ou alors, à l'inverse, un traitement systémique non curatif converti en traitement local de rattrapage. Donc, je pense que c'est une étude assez convaincante pour montrer l'utilité de l'utilisation de cette nouvelle imagerie moléculaire. Donc espérons que la France écoute ces résultats et s'équipe rapidement en PET-PSMA. On est vraiment en retard en termes d'équipement. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, le PET-PSMA n'est accessible qu'à travers une ATU et qu'il faut que le patient ait d'abord un PET choline négatif pour pouvoir y accéder, ce qui en limite l'accès. On est dans une situation tout à fait particulière par rapport à tous nos voisins. Il faut vite qu'on rattrape ce retard. Absolument. D'autant plus, on va le voir avec les diapos suivantes, que peut-être il y aura aussi un intérêt à un traitement, cette fois-ci thérapeutique, enfin une utilisation thérapeutique de cette classe de médicaments. Est-ce que je peux avoir mes diapositives, s'il vous plaît ? Voilà, donc il s'agit d'une étude une étude académique qui comparait un traitement donc visant PSMA, mais apportant finalement un agent radiopharmaceutique, un lutécium, face à une chimiothérapie classique, le cabazitaxel, chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration et déjà préalablement donc traités par du taxotere. Et on voit que le taux de réponse biochimique est supérieur chez les patients traités avec cet agent radiopharmaceutique par rapport aux patients traités avec de la chimiothérapie. Et il semble qu'on améliore également la survie sans progression de façon assez importante. Vous voyez, le hazard ratio est à 0,69. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, il y avait une randomisation, un tirage au sort. Le bras contrôle est actif et cliniquement pertinent. Il y a une sélection par l'imagerie moléculaire et il semble plus actif que la chimiothérapie. Mais il faut le confirmer avec un critère de jugement peut-être plus fort, la survie globale. Et ça, nous aurons l'étude Vision à très court terme. Peut-être tu peux nous en dire un mot sur cette étude de phase 3 ? Grosse étude, gros effort international, randomisant le PSMA lutécium par rapport au traitement de choix de l'investigateur chez des hommes en échec du docétaxel et d'au moins une hormonothérapie nouvelle génération. Les inclusions ont été à toute vitesse et on attend maintenant les événements, peut-être les premiers résultats à l'ESMO. On attend ça avec une grande impatience. Si cette étude est positive, il va falloir aussi revoir notre réorganisation parce que ça veut dire de nombreux patients à traiter en médecine nucléaire aussi. Absolument, avec une tolérance du traitement qui est dans l'ensemble remarquable, uniquement une sécheresse de bouche. Les glandes salivaires expriment cette protéine, mais dans l'ensemble, par ailleurs, une très bonne tolérance. On enchaîne ? Les diapos, si vous voulez bien. Donc, on va avancer sur le cancer du rein. Cet ASCO a été un ASCO assez marqué en génito-urinaire. Beaucoup d'actualités en prostate, beaucoup d'actualités en tumeur urothéliale, on va l'entendre juste après. Et cancer du rein, en réalité, ça a été des ajustements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, en France, nous avons maintenant accès aux associations en première ligne pour tous nos patients, avec des patients que ce soit de bons pronostics traités par une approche anti-angiogénique plus immuno, ou pour les patients de pronostic intermédiaire et mauvais, les deux approches, double immuno ou anti-angiogénique et immuno en association. Donc les questions qui restent ouvertes, c'est finalement, est-ce qu'on a des données long terme de ces études, et en particulier de l'association anti-angiogénique plus immuno, puisque nous n'avions pas encore de données. Est-ce qu'on peut avoir une stratégie adaptative, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait commencer par une monothérapie et intensifier uniquement chez les patients qui sont non répondeurs? Et puis, que doit-on faire chez les patients qui progressent, et où est-ce qu'on en est en termes de carcinome non acellulaire? Donc, nous avons eu la présentation des données actualisées de l'étude d'enregistrement de l'association axitinib plus pembrolizumab, l'étude Keynote 426, qui avait été présentée et publiée dans le New England. Et là, il s'agit d'un suivi minimum de 2 ans, 27 mois de suivi médian. Ce que nous apprenons avec ce follow-up, c'est bien sûr toujours un bénéfice en survie pour l'association axitinib plus pembrolizumab, avec un hazard ratio qui est passé de 0,53 à 0,68, donc qui est monté et qui est tout à fait dans le même ordre d'idées que celui que nous avons avec nivolumab plus ipilimumab chez les patients de pronostic intermédiaire et mauvais. Un bénéfice en PFS qui est très net, un peu plus de 15 mois pour l'association, et puis un taux de réponse objective qui est de 60%, 6 patients sur 10 qui ont une réponse objective, et un nombre de réponses complètes qui augmente. On est passé de 5% à 9% maintenant pour cette stratégie. Alors c'était important d'avoir des données actualisées de l'association,
Il y a également eu des données fournies pour spécifiquement les patients de bon pronostic. Chez les patients de bon pronostic, les données en survie ne sont pas significatives, probablement parce que le follow-up et les événements sont pour l'instant un petit peu limités. La deuxième chose, je vous le disais, c'est que cet ASCO a permis de donner des informations sur des designs adaptatifs, c'est-à-dire qu'on commence par une monothérapie et puis on rajoute chez les patients qui sont non répondeurs un deuxième médicament. Et donc là, typiquement, nivolumab monothérapie auquel on rajoute l'ipilimumab chez les patients qui ne sont pas en réponse objective. Si on met côte à côte les 3 études qui ont des designs à peu près similaires, il y a 2 messages clés. Le premier, c'est qu'on a des données maintenant nivolumab monothérapie en première ligne qui n'existaient pas, avec à peu près 30% de taux de réponse. C'est la même chose avec le pembrolizumab sur des données de phase 2. Et puis la deuxième information qui est importante, c'est est-ce que cette stratégie adaptative fonctionne? Est-ce que le fait de rajouter de l'ipilimumab apporte quelque chose? Et en réalité, on ne rattrape que à peu près 13 à 15% de nos patients lorsqu'on rajoute de l'ipilimumab. Et encore faut-il rajouter 4 cycles d'ipilimumab en association au nivolumab, parce que 2 cycles ne semblent pas suffisants. Donc en synthèse, probablement qu'aujourd'hui, il faut garder en tête que les combinaisons sont nos standards, que le nivolumab monothérapie n'a pas encore sa place, sauf pour des contre-indications propres à une stratégie d'association. Et en France, nous avons actuellement une étude qui est celle demandée par l'IME pour bien mesurer l'amplitude du bénéfice qu'ajoute l'ipilimumab par rapport au nivolumab en première ligne. Quid des patients réfractaires, c'est-à-dire notre population de patients qui a reçu un anti-angiogénique et une immuno, la grande majorité de nos patients maintenant. Eh bien là, on avait 2 études, l'une de nouveau niveau IPI chez des patients pré-traités et l'autre l'invatinib, un TKI large spectre plus pembrolizumab. Ce que l'on voit, c'est que les taux de réponse sont bien sûr différents. Quand vous avez un anti-angiogénique, vous avez un taux de réponse qui est très élevé ici, 53%. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin des associations qui arrivent en 2e ligne, 3e ligne ou plus, et que nous aurons en France accès à 2 essais qui nous permettront de mieux comprendre comment on doit traiter ces patients réfractaires. Le premier qui est un essai qui va poser la question de est-ce qu'il faut garder un anti-PD1 ou PTL1, là typiquement l'atezolizumab avec le cabozantinib, et puis des nouvelles stratégies et maintenant les inhibiteurs de IF qui arrivent et qui ont possiblement un profil de tolérance assez important, assez intéressant et sur lesquels on a hâte d'avoir ces données randomisées. Donc c'est des bonnes nouvelles d'avoir des données randomisées en 2e ligne, 3e ligne au plus. Un mot sur les non-clear cells. Vous savez que c'est une population difficile à traiter. La bonne nouvelle, c'est que maintenant des essais randomisés spécifiques sont conduits dans ces études. Et là, c'était une étude importante puisque c'était une étude avec un screening moléculaire pour définir les patients qui avaient une altération de MET. Cette étude a dû être interrompue parce qu'elle n'incluait pas assez rapidement. Cependant, elle a permis de positionner le savolitinib, qui est un anti-MET, par rapport au sunitinib, avec des données assez intéressantes sur un tout petit nombre de patients en termes de PFS et de survie, une fois de plus dans une population sélectionnée par les altérations de MET. Et nous aurons dans le futur d'autres données randomisées dans les carcinomes papillaires. Donc en synthèse, dans le cancer du rein, on est en train d'ajuster nos prises en charge. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons accès aux combinaisons en première ligne. Merci beaucoup Laurence. Peut-être juste une question pour rester dans les temps. En première ligne, en admettant que tous les médicaments soient disponibles, finalement, comment tu fais ton choix entre l'association TKI immunothérapie avec Pembroaxi versus une double immunothérapie niveau IPI? Alors, la première étape, c'est de regarder la classification pronostique de l'IMDC. Dans les bons pronos, la question ne se pose pas puisque ça sera axitinib plus pembrolizumab qui est disponible en France. Ce sont chez les patients intermédiaires et mauvais que là, nous avons 2 options, 2 standards pour être précis. En pratique, je pense que je vais prendre en compte est-ce que le patient est très symptomatique? Est-ce que j'ai un risque de ne pas pouvoir aller à la 2e ligne, auquel cas je voudrais pouvoir l'exposer à la fois à un anti-angiogénique ou une immuno. Mais sinon, pour les restes des patients, je crois que le profil de tolérance et les données long terme qu'on a avec l'association nivolumab plus ipilimumab, on a des données maintenant à 4 ans disponibles, sont très encourageantes. Merci beaucoup. On essaie de garder quelques minutes pour le cancer de la vessie. Alors, 3 études avec 3 étapes de la maladie du cancer urothélial. La situation métastatique, situation de tumeur infiltrant le muscle pour lequel une cystectomie est habituellement réalisée, et puis les stades encore plus précoces avec les tumeurs n'infiltrant pas le muscle. Alors concernant la situation métastatique,
Vous savez que le standard actuellement est une chimiothérapie à base de sel de platine. Cette chimiothérapie est habituellement très efficace, mais tous les patients finissent par récidiver. Et en deuxième intention, on réalise une immunothérapie, en particulier pembrolizumab, qui est la seule immunothérapie à être remboursée actuellement en France. Le problème, c'est qu'un certain nombre de patients ont une maladie trop explosive au moment de la rechute, de la progression, et il n'est pas possible de réaliser une immunothérapie en seconde intention. Et donc l'idée actuellement, dans le cancer urothélial de première ligne, essayer de combiner l'immunothérapie à d'autres acteurs, soit une autre immunothérapie, soit une chimiothérapie, un peu à l'instar de ce qui se fait dans le cancer du poumon. Et donc l'étude Javelin a posé un concept un petit peu différent, qui est une étude de maintenance avec une immunothérapie. Et donc, Karim, toi qui es la mémoire de l'ASCO, une encyclopédie de l'ASCO, as-tu le souvenir d'une étude présentée en plénière touchant le cancer urothélial en Late Breaking Abstract 1? Ça, c'est une question facile et la réponse est non, comme tu le sais. Et donc, c'est dire la portée de ces résultats, puisque dans cette étude, donc, les patients inclus étaient des patients traités avec une chimiothérapie en première ligne, et ayant eu un bénéfice, au moins une stabilité, une réponse partielle ou une réponse complète. Habituellement, nous suivons ces patients. Et l'idée, c'était de voir s'il ne fallait pas tout de suite anticiper une immunothérapie avec une immunothérapie d'entretien avec l'avelumab. Et le critère principal de l'étude était la survie globale. Et en effet, il y a une amélioration très nette de la survie globale chez l'ensemble des patients, avec une diminution de 31% du risque de décès. Et si on se focalise aux patients dont la tumeur exprime PDL1, ce qui était le cas dans environ 50% des cas, le bénéfice est encore plus important, d'environ 44%. Donc clairement, cette étude va changer la pratique, la pratique de tous les jours. Est-ce que c'est finalement ce concept de traitement précoce, donc de maintenance, qui prouve son efficacité, ou est-ce qu'on a triché, entre guillemets, et que les patients du bras contrôle n'ont pas suffisamment été traités par une immunothérapie? Qu'est-ce qu'il en est? Alors en effet, c'est une question qui est importante quand on évalue ce genre d'études. Il faut savoir que dans le bras contrôle, les patients ont reçu quand même un traitement de seconde ligne. Et dans 60% des cas, les patients ont reçu un traitement de seconde ligne. Et lorsqu'il y avait un traitement de seconde ligne, dans 2 tiers des cas, c'était une immunothérapie. Certes, tous les patients ne peuvent pas recevoir une immunothérapie en seconde ligne parce qu'encore une fois, certains progressent trop vite. Et donc, quand on a regardé également les patients qui avaient arrêté l'étude parce qu'ils progressaient, eh bien 75% ont reçu un traitement de deuxième ligne. Et là encore, dans 2 tiers des cas, c'était une immunothérapie. Donc on peut considérer, en tout cas je le considère, que les patients du groupe contrôle ont reçu le traitement habituel en seconde intention. Donc ça donne de la solidité à ces données. Donc Laurence ? là, on est sur une stratégie de maintenance. Quid des stratégies d'association, puisque par contre, on avait déjà eu des résultats, on a vu des press releases. Comment ça se positionne par rapport aux autres phases 3 qui, là, avaient une approche association? Alors en effet, la situation est très mouvante puisque nous recevons des communiqués de presse à peu près tous les mois. Il faut savoir que l'étude d'ANUM qui évalue une combinaison d'immunothérapie a envoyé on a eu les résultats par un communiqué de presse et cette étude est négative, donc la combinaison d'un inhibiteur de PDL1 et de CTLA4. Une autre étude, l'étude Merck, qui évaluait la combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie, également semble négative selon un communiqué de presse. Et rappelons-nous, nous avions le résultat de l'étude mVigor 130 l'année dernière, qui avait démontré une amélioration de la survie sans progression d'une combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie, mais pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration de la survie globale. Il y a une tendance, mais ce n'est pas significatif. Alors peut-être qu'avec un peu plus de recul, ça apparaîtra. Et si c'est le cas échéant, peut-être qu'on peut tout rebasculer. Dernière question, est-ce que cette étude Javelin, qui est très positive, qui doit faire changer les pratiques, penses-tu qu'elle va amener à une ATU et ensuite une AMM à remboursement rapide? Alors clairement, compte tenu de l'amplitude des résultats, c'est quelque chose qui devrait être mis en place rapidement, probablement via une ATU en effet. Ok, si vous pouvez juste montrer à l'écran les courbes de Kaplan-Meier. Oui, Si je ne on peux pas peut- avancer. Voilà, Ah, exactement. comme ça on les aura vus. Donc une belle différence pour la population entière et encore plus pour les patients qui expriment beaucoup PDL1. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.